Bonjour, c'est Richard Sanderson, auteur, compositeur, interprète, chanteur. Faites comme moi, regardez Radio People. Et écoutez aussi. Écoutez. On l'écoute. On l'écoute. Et on le regarde. Ben, c'est magnifique. On le regarde. Quand on le regarde sur People TV. People TV, ça c'est bien. Ouais, voilà. Ouais. Il y a la radio et il y a la web télé. TV. C'est super. C'est extraordinaire. Bonjour Richard. Bonjour. Le plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir partagé. Richard Sanderson, on se dit bon bah il parle pas français parce que Sanderson c'est un peu à l'anglaise. Oui, c'est écossais d'origine. Voilà. Est-ce qu'il y a un mélange entre papa et maman? Ma mère française, ouais. Voilà. Et papa qui était? Écossais. Écossais. Ouais. Comment ça se mélange ces deux cultures, au point de vue de l'éducation que tu as reçue, au point de vue de valeurs transmises, l'environnement familial? Alors moi j'ai été élevé d'abord en Angleterre jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite mon père est parti habiter dans le sud de la France parce que ma mère qui était d'origine française voulait retourner en France. Donc j'ai eu un peu les deux cultures. Parle-moi de la première, cette culture anglo-saxonne. La culture anglo-saxonne, c'était beaucoup de... très conservateur, royaliste, les institutions, beaucoup de respect pour les institutions. On se battait pour les couleurs de notre école. C'était très... on avait un truc un peu comme un service militaire. Moi, j'étais dans des écoles assez strictes, mais on admirait ça. On aimait beaucoup ça. Et ça nous a donné une discipline quand même qui m'a permis, je pense, de m'organiser dans un monde de show business qui n'est pas le plus évident parce qu'on peut se laisser emporter à droite et à gauche. Quand on est petit garçon, l'encadrement, tout ça, c'est un peu barbant, c'est un peu chiant, mais quand on a nos âges là, hein, parce que quand on avance, on se dit que c'est peut-être des belles valeurs de base qui ont été transmises, qui nous aident aussi dans la vie. Absolument, oui. Oui, c'est une discipline de soi, le respect, tout ça, c'est des choses qui nous ont permis d'arriver jusqu'où on est maintenant. Parle-moi de maman alors. Alors elle était accordéoniste, elle jouait de la musique, elle jouait du piano, elle venait d'une famille où tout le monde jouait de la musique et je crois que mon père était admiratif. Quand ma mère prenait l'accordéon, mon père il était aux larmes, c'était formidable. Ouais, qu'est-ce qu'elle jouait à l'accordéon? Parce que l'idée de l'accordéon, la première idée c'est un peu musette et puis alors qu'on peut faire plein d'autres choses avec, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle jouait? Elle jouait un peu de tout, à vrai dire. Elle jouait d'oreille, elle jouait des trucs russes, des airs connus, des airs anglais, un peu de valse, un peu de tango, elle aimait bien le tango. Elle m'a appris à danser le tango d'ailleurs quand j'avais 15 ans. Et mon père, lui, il écoutait plutôt du jazz et puis sa grande révélation, ça a été les Beatles. Et mon père revenait avec les disques des Beatles. Et moi, j'ai commencé à vouloir rejouer les Beatles pour faire plaisir à mon père au piano. Et c'est ça qui a fait mon premier pas dans la musique pop, je crois que c'était ça. On parle français chez toi? Ou bien il y a un papa qui parle en anglais, une maman qui parle en français, puis toi qui maîtrises les deux langues dès le départ? Ben, ça dépend. Moi, je parle avec mes enfants, j'en parle anglais ou français. Oui. Mes parents sont plus là, donc, mais je parlais anglais avec mon père et français avec ma mère. C'est marrant. Hein? C'est bien ça. Ouais, comme ça c'est inné un peu. Ça fait. On entretient les deux. Les deux langues maternelles finalement. Oui, c'est ça. Pour la musique, on a l'impression que c'est vraiment l'anglais parce que ce côté international, puis les vibrations et tout. Enfin, au niveau de l'anglais, c'est la langue idéale pour la musique. Quand on maîtrise les deux langues. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, à vrai dire, c'est que dans le film La Boum, il voulait que la musique soit en anglais parce qu'il ne voulait pas que ça intervienne avec les dialogues qui étaient en français. Donc, il fallait que ce soit de la musique de fond, puis c'était un peu des disques qu'ils écoutaient. Donc, c'était bien que ce soit anglais. Et en plus, je sais qu'il voulait que ça sonne comme un groupe anglais, la musique. Donc, moi, j'avais même proposé de pas faire lire la musique aux musiciens, de les faire répéter et de jouer ça comme un groupe. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça a été fait. Toi, à 5 ans, on te met au piano? Oui. Cet instrument. J'avais un petit handicap. Et en Angleterre, on faisait beaucoup de sport. Et si on faisait pas de sport, si on pouvait pas jouer dans l'équipe de foot, de cricket ou de rugby, on était mal vu. Par contre, le piano, je devais avoir quelques talents déjà. De mes parents, de ma mère, je pense. Donc, c'était un peu la revanche, voilà. Et ensuite, bon, mon handicap s'est arrangé tout seul et j'ai pu rejouer au foot plus tard. Mais pendant les premières années, oui, c'était un peu mon refuge, la musique. Tout de suite, c'est un instrument qui t'a convenu? Oui. Le piano. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que voilà, t'es resté à ce premier amour d'instrument? Il faut dire qu'on avait le choix entre le piano et le violon. Alors le violon, vous jouez qu'une note, c'est très difficile. Le piano, vous pouvez vous accompagner, vous pouvez jouer tout, vous pouvez faire la mélodie, l'accompagnement, les basses. C'est déjà un orchestre complet, le piano. C'est pour ça, je crois.
ça donne une envie plutôt de mélodiste, plutôt de mélodie, de composer de la musique que le désir de chanter. C'était ça la première envie? Oui, je m'évadais en créant des musiques, c'était plutôt ça. C'était l'envie de chanter, c'est venu plus tard parce que au début, dans les premiers orchestres dans lesquels je jouais des claviers, je faisais les chœurs, les back vocals, mais je n'étais pas le lead chanteur. Et dans les années 70, à un moment, le chanteur s'est barré du groupe et on avait un contrat encore pour 2 mois dans un grand hôtel. Et le bassiste et moi, on a commencé, on a dit bon, en attendant, on va partager le répertoire et on a commencé à chanter tous les soirs comme ça. Et ça, c'était une bonne école, d'être obligé de chanter tous les soirs. S'accompagner au piano et avoir un micro ou être simplement devant avec le micro, on a l'impression que c'est 2 fois plus dur de jouer l'instrument et puis de chanter en même temps. Moi j'étais surtout à l'aise au piano et chanter en même temps. Et quand la boom a cartonné, j'ai commencé à faire des galas, il me dit non, tu vas pas te mettre au piano. Il n'y a pas de piano dans Royalty, tu vas te mettre devant. Là, c'était un peu plus difficile parce que j'avais l'habitude d'être caché derrière le piano. C'est rassurant d'avoir l'instrument entre soi et le public ou sur scène. Voilà, ça protège un peu. Oui, c'est un pas qu'il fallait faire. C'est comme la première fois qu'il faut plonger la tête à première. Vous avez envie de sauter les pieds devant. Là, non, il fallait aller à la tête première. Je sais que je suis allé voir je suis allé voir un prof d'art dramatique. J'ai dit, il va m'aider pour me tenir sur scène. Je voulais pas faire d'erreur. Et finalement, ça s'est bien passé au bout de quelques temps. Voilà. Le piano, il y a eu la guitare aussi, un peu. La guitare, c'était quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré des copains qui faisaient leurs propres chansons à la guitare. Et lui, il me disait, c'est l'art, et il donnait les accords. Et donc, je regardais comment il faisait les accords. Parce qu'au piano classique, le problème, c'est que on sait lire, ou on improvise, mais on ne sait pas trop ce qu'on joue. Tandis que là, j'ai appris un peu l'harmonie en jouant avec des guitaristes. C'est un instrument qui t'a bien plu aussi? Oui, c'est un instrument qu'on peut trimballer plus facilement qu'un piano. Ouais. On peut s'accompagner au chant aussi. Puis à l'adolescence, c'est bien aussi, avec les filles? Oui, absolument. Pour la plage, on ne peut pas emmener le piano. Le guitariste, voilà, justement. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Ces mélodies, ça a toujours été quelque chose que tu as eu en toi. En fait, il y a eu cette boom, j'ai envie de dire... j'ai presque envie de ne pas en parler de la boom. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu as quelqu'un en face de toi avec un micro, ça y est, la boom, 8 millions d'albums vendus, les débuts de Sophie Marceau, Vladimir Cosma et tout. Mais enfin, voilà. Donc, alors, c'est pas du tout que ce n'est pas intéressant. C'est une grande histoire. Mais enfin, je pense que... Mais la boom, ça a été raconté 10 000 fois. Voilà, exactement. Maintenant, on a envie de raconter autre chose. Raconter autre chose, quand même. Ouais. Est-ce qu'on arrive à s'enlever cette étiquette-là, ou bien finalement, cette étiquette-là, je parle vue d'aujourd'hui, ou cette étiquette-là, à un moment donné, des fois, ou certaines fois, ou à certaines périodes, c'est un peu lourd, c'est un peu pesant. Ça a été pesant à la fin des années 80. Ensuite, dans les années 90, je pensais que, ma carrière était terminée, donc j'ai repris mes activités de compositeur. J'ai surtout travaillé pour la télé, faire beaucoup de musique, produire de la musique. Et depuis qu'il y a le revival des années 80 et je me retrouve à nouveau à faire des tonnes de galas et à chanter, là oui, c'est redevenu, je suis à nouveau chanteur. Et c'est encore mieux parce que les petites craintes, la nervosité qu'on a quand on a 30 ans de moins, on l'a plus à mon âge. Là, moi j'arrive, je suis complètement à l'aise, je raconte des blagues et je suis complètement à l'aise sur scène. Et c'est devenu même... seulement du plaisir. Avant, il y avait du plaisir, il y avait de la nervosité. Maintenant, il n'y a plus que du plaisir. Donc, c'est formidable. 30 ans après, tu es sur scène, tu chantes Reality, puis tu vois les gens en face de toi, ça balance à gauche, à droite. Combien de couples se sont formés sur ce slow? Combien d'enfants étaient conçus sur ce slow? Enfin, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui fait la recette qu'une chanson, celle-là, comme d'autres, mais n'est pas morte, n'est pas disparue. Elle est associée à un film déjà, et le film a la chance d'être bien fait et ne vieillit pas. Donc ce film repasse... Il est culte. Ouais. Et puis Sophie Marceau est devenue une personne culte aussi. Et le film a été très bien monté. Le rythme du film est très bien. Brigitte Fossé, Claude Brasseur, Denise Gray, tous les acteurs sont formidables. C'est un film qui a très très bien vieilli. Quelquefois, il repasse constamment à la télé. Quelquefois, je tombe dessus, je dis je vais me regarder un quart d'heure, et je vais jusqu'à la fin. Si ce film avait été un bide, est-ce que tu penses qu'il n'y aurait jamais eu ce succès-là pour ta chanson, alors que c'était la même chanson? Ah, pour sûr, c'est sûr. C'est complètement corrélé, c'est complètement... Le plus dur, c'est de faire connaître les choses. Et là, c'était un film. Comme le film cartonnait, et puis, vous savez, la chanson, on l'entend plusieurs fois dans le film. Quand vous sortez du cinéma, vous avez vu le film, vous avez la chanson dans la tête, c'est fait pour. Ouais.
Ça, c'est extraordinaire. Quand on essaye de continuer à faire justement de la rythmie, on te colle cette étiquette-là. À un moment donné, tu dis, mais je suis capable de faire d'autres choses ou j'ai fait d'autres choses. Oui, je fais d'autres choses. Ouais. Bon, maintenant, moi, je dis toujours, on est un vieux couple, Bob et moi. On a fait des concessions, on s'entend bien. Mais ça m'a fait connaître comme chanteur, et il y a beaucoup de gens qui aiment ma façon de chanter et qui sont contents de découvrir d'autres chansons. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un nouvel album. C'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée aussi, cette chanson-là, pour aller plus loin, pour avoir envie d'aller plus loin. C'est ce que je me suis dit à l'époque. Dans le public, ouais. Mais à l'époque, c'était pas évident. Maintenant, plus. Maintenant, c'est pour ça que j'ai fait un nouvel album, parce que j'ai plein de gens qui voulaient entendre d'autres chansons interprétées par celui qui faisait la boum. Cet album, il est là. Ouais. C'est l'album de ma vie. Comment être élégant? Oui, l'élégant. Élégant. Ouais. Alors c'est un peu une allusion au temps passé, à la. Dans quel sens tu mets le mot élégance dans ce titre d'album? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est pas que l'élégance vestimentaire, c'est la. Parce que tu l'as aussi, hein, si je peux me permettre. Hein. Oui, ça se voit. Il y a un style et puis. Vous savez, en Angleterre, à l'école, on avait cravate et veste tous les jours. Ouais, ouais. Et ça se garde. Même quelques années plus tard, on sent qu'il y a un style, voilà. Oui. Ouais. Non, c'est l'élégance dans la façon d'être aussi, la galanterie, les valeurs un peu anciennes. Désuète un peu, ça se perd ça un petit peu ou bien comment? Un petit peu, ça se perd, ouais, je pense. Ouais. Et puis, à vrai dire aussi, c'est l'élégance, c'est dans la musique. C'est une musique qui est positive. Quand vous écoutez ça, on a l'impression que tout va bien. Et c'est ça qui manque, je trouve, un peu dans la musique d'aujourd'hui. Cet album, comment il est né, cet album-là? À un moment donné, parce qu'il y a eu une longue période où voilà, on fait des choses, mais tout d'un coup, voilà. Justement, c'est des chansons qui viennent d'une longue période. C'est des chansons qui ont été faites sur une période de peut-être 30 ans et qui ont été... T'as ressorti des choses du tiroir où tu disais, mais j'avais écrit ça. Retravaillé, exactement. J'avais des trucs dans des tiroirs. Et il y a des chansons qui sont récentes. Il y a des chansons qui ont 10 ans. Il y en a qui sont plus anciennes que ça. The Teacher I Was, je crois que je l'ai fait dans les années 90, je crois. C'est vieux, tout ça. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il est bien cet album. Enfin, je fais la pub, mais c'est pour ça, parce que c'est vraiment le meilleur de tout ce que j'avais, qui a été retravaillé, sélectionné, retravaillé. Voilà, on a gardé que le haut du gratin. Qu'est-ce qui fait que tu vas fouiller dans tes tiroirs, tu commences à sortir des choses en disant, j'ai peut-être gravé ça dans du numérique et dans du CD et laisser une trace de ça. Qu'est-ce qui fait que ce moment-là? Alors, à vrai dire, c'est parce que j'ai fait une chanson avec un copain qui s'appelle Hurry Up, et j'étais tellement persuadé que cette chanson fallait qu'elle sorte parce qu'elle allait avoir énormément de succès, que j'ai dit bon, il faut que ce soit dans un album. Donc j'ai commencé à réécouter tout ce que j'avais, et il y avait plein de trucs tellement différents. Je dis ben voilà, j'ai vraiment de quoi faire un album dont je serais fier. Voilà, c'est vraiment, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour cet album. Il y a une chanson que j'avais proposée pour un James Bond. Il y a une chanson dans le style disco. C'est vraiment tout un univers. C'est mon univers, voilà, c'est ça. Et il y a la Boom 2018. All My Dreams Come True, qui est une réponse à Dreams Are My Reality. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi tu t'es pas dit, moi, je vais trouver un compositeur du moment, quelqu'un qui marche bien, un son du moment, des choses comme ça? Pourquoi tu es allé rechercher les choses de chez toi? Parce que tu pensais qu'elle méritait qu'elle soit mise... Le son du moment, il y en a déjà plein qui le font. Et ils le font très bien. Moi, je ferais moins bien. J'ai voulu faire mon son, pas le son d'autres personnes. C'était ça. C'est pour les gens qui aiment bien, qui viennent me voir en concert, qui aiment bien ma façon de chanter, qui ont envie d'entendre ce qui vient de moi. Voilà. Et ça vient de moi. Ça, c'est vraiment. Ça, c'était important pour toi? Ah oui, très. Ouais. Le temps qui passe, ça influence quoi chez toi? Ce temps qui passe, ce temps qui a passé. On se bonifie, hein? Ouais. C'est vrai, comme le vin. Ouais. Ah oui, et on devient plus serein, plus tolérant. Ouais. On essaye d'arranger tout pour tout le monde. On voudrait que tout aille bien pour tout le monde. Ouais. Ce monde est difficile autour de nous. Oui, très difficile. C'est devenu dur. Il est devenu très dur. Oui, on a l'impression. À tous les niveaux. Le monde du travail, le monde social, la violence, les choses qui se passent dans le monde. Ce monde, on a l'impression qu'il s'est durci. Tout s'est durci, c'est beaucoup moins fun que dans les années 80, par exemple. Là, on est encore dans un tourbillon de nouveautés. Internet, Facebook, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Bon, maintenant... Comment tu vois ça, toi? Comment tu gères ça? Facebook, moi, je te sors le mot Facebook. Toi, ça résonne comment, toi? Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai des pages Facebook, parce que c'est comme, pour moi, c'est la vitrine
mondial c'est mon magasin, voilà. Donc sur Facebook je parle de mes concerts, j'ai des teasers de mes concerts, les clips, mes interviews. C'est un peu mon journal, c'est un journal virtuel de l'activité de chanteur de Richard Sanderson. Et j'ai également une page de ma société, parce que j'ai fait par exemple pour la ville de Lausanne toutes les musiques de Aquatis. Vous connaissez sûrement le musée Aquatis, le fabuleux musée. Voilà, donc pendant 2 ans j'ai créé le son et toute la musique pour ce musée, et ça aussi c'est sur une page Facebook. Pour moi c'est un magasin virtuel où on a accès de n'importe quel endroit du globe. C'est fabuleux. Mais il faut gérer ça. Est-ce qu'il y avait eu ces réseaux sociaux et cet Internet il y a 30 ans en arrière, les carrières auraient été encore plus magistrales, ou les choses auraient été plus... Je ne sais pas. Ou c'était pas forcément compatible. Enfin, c'est deux périodes qui ne se mélangent pas vraiment. C'était une bonne époque avant aussi, surtout dans les années 80. Ouais. Avant, quand il n'y avait que 3 radios, il n'y avait que le monopole. Les années 80, il y avait les radios libres, et c'était des vraies radios libres. Elles étaient vraiment libres de passer ce qu'elles voulaient. Ouais. Ça, c'était bon. Maintenant, il n'y a plus de radio libre. Maintenant, il y a des playlists qui sont imposées par... C'est formaté, c'est l'audimat, la course. Et d'ailleurs, moi, je sais bien que je ne vais pas passer sur les grandes radios sur les playlists. Pourquoi ? Parce que je ne viens pas d'Universal ou de Sony. Moi, je suis un indépendant. Voilà. Mais c'est pas grave. J'ai Facebook, j'ai YouTube. YouTube, c'est le plus grand média mondial aujourd'hui. Et de liberté aussi. Parce qu'en fait, n'importe qui peut venir, regarder, écouter, liker. Enfin voilà. Donc il y a du meilleur au pire. Il faut savoir utiliser ça. Voilà, il faut faire le choix. Ces années 80, qu'est-ce que t'en retiens ? C'était une envie de vivre, c'était une époque, c'était un état d'esprit, c'était... Comment ? C'était un peu une année révolutionnaire, c'était les radios libres, les gens n'avaient pas d'espoir dans les années Mitterrand. Moi, j'étais en France, parce que la boom, ça démarrait de France. Moi, les années 80, c'était une fusée qui partait. Alors, c'était le début, je dis, ça y est, je vais avoir la gloire, ça va plus jamais s'arrêter. Bon, c'est vrai qu'au bout de quelques années, ça marchait moins bien, mais j'ai eu quand même des sursis, puisque en Allemagne, la boom a été numéro 1 en 1987. Ouais. Donc, ça y est, je suis à nouveau numéro 1 7 ans après. Ça m'a permis de voyager, de faire de la musique, c'était formidable. Et plein de gens ont profité des années 80. Et d'ailleurs, il reste toujours cette nostalgie, c'est pour ça que les revival, justement. C'est pour ça que ces tournées années 80 marchent tellement bien, parce que c'est un souvenir d'une époque où on était plein d'espoir. Ça fait plaisir, ça. Oui. De dire que c'est pas mort finalement, et puis que c'est des chansons que tous les gens connaissent, puis que les générations aussi, d'une génération à l'autre. Moi, chaque fois que, vous savez, pour moi, la vérité, elle est devant le public. C'est pas, j'ai eu 15 000 likes, j'ai eu 100 000 vues. Ça, c'est, bon, on sait pas ce que c'est. Pour moi, c'est bidon. Quand vous êtes sur scène devant 50 000 ou 5 000 personnes, et que là, vous voyez que vous donnez le bonheur, c'est ça la vérité. C'est le public. C'est ça la définition du bonheur ? C'est d'être à ton piano, de chanter. C'est quoi ? Ça, c'est autre chose ? C'est le bonheur de chanter. C'est quand vous voyez les visages ravis des gens qui vous écoutent. Ouais. Puis le bonheur dans la vie, alors ? C'est quoi le... C'est de faire ce qu'on aime faire avec les gens qu'on aime. Merci Richard Sanderson. Merci à vous. On met une chanson maintenant de cet album. Laquelle on met à la fin de l'interview ? All My Dreams Come True. Voilà, tous mes rêves se sont réalisés. Avec plaisir. On te souhaite longue vie et encore beaucoup de succès et d'enchanter encore les gens. Merci à People TV. Merci beaucoup. Wondering then if I was wrong or I was right to let you go to this other different kind of life, a life that will lead you to a different world. What if we lose our love by living far away and all my dreams come true? I fall in love with you. Baby, it's a wonderful day.
a happiness every day. So don't go asking if I'm wrong or if I'm right. What will it take for you to believe what I say? And all my dreams come true. I fall in love with you, love with you. My baby, it's a wonderful day. And all my dreams come true. I fall in love with you, love with you. And all my dreams come true. I fall